Yes, we are ready. We will start, and as we continue, people will be joining, I guess. Okay. Yeah. All right, I think we can start. So, yes, good morning, everyone. I will just, my name is Sa Benjamin Traoré. Je m'appelle Sa Benjamin Traoré et je suis le coordinateur de projet pour ACA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'acronyme ACA? C'est la coalition africaine pour la responsabilité et c'est une très bonne opportunité, une chance de vous accueillir pour cette réunion aujourd'hui. Et celle-ci va être dédiée pour la distribution équitable de vaccins de la COVID-19. Nous allons discuter de certains points spécifiques à ce sujet et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous tous à cette session. Merci beaucoup pour votre participation et pour avoir pris part à cette session. J'aimerais notamment remercier les membres de ce panel pour avoir pris de leur emploi du temps très occupé. Et nous avons également un panel qui est très intéressant et nous allons avoir des discussions très fructueuses. J'aimerais également présenter mes remerciements au Centre des droits de l'homme, l'institution haute de l'ACA, et notamment pour remercier Dr Nkata Murundi qui va modérer cette session. Donc, avant de donner la parole à Nkata, j'aimerais juste attirer votre attention que nous disposons de l'interprétation, service d'interprétation simultanée, et vous avez une icône en bas de votre écran et vous allez voir le français, notamment l'interprétation français. Que nous avons une interprétation simultanée du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Il suffira juste de cliquer sur l'icône interprétation en bas et vous verrez la chaîne française. So, without further ado, I now hand over to Nkata. Thank you very much. Sans davantage d'addition, je vais donner la parole maintenant à Nkata. Merci beaucoup à tous. Can you hear me, Nkata? Est-ce que vous pouvez m'entendre, Nkata? Oui, je peux bien vous entendre. Merci beaucoup. J'avais perdu le signal. Merci. Alors, donc, salutations à vous tous. Je ne vais pas dire bonjour, bon après-midi, puisque nous ne savons pas qui se trouve où et nous avons des personnes issues de partout. Bienvenue à ce webinaire. C'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir modérer cette session. Et comme cela a été souligné, vous sommes très reconnaissants de votre disponibilité pour pouvoir participer à cette discussion. Donc, comme vous le saviez, les discussions vont mettre l'accent sur le vaccin de la COVID-19 et ce sujet, notamment, c'est sur la santé vis-à-vis de développement. Et donc, il y a beaucoup de questions posées par la COVID-19 et nous essayons de voir la pertinence des discussions importantes sur l'accès au vaccin et également avec l'intersection avec le respect des droits de l'homme autour du monde. Nous pensons qu'à travers le monde, nous avons suivi avec grand intérêt le développement lié à la COVID-19 ainsi que les discussions sur l'accès au vaccin. Et plus particulièrement dans la région africaine, je pense qu'il y a une préoccupation par rapport à l'équité, à l'accès, comment les pays pauvres dans le sud peuvent avoir accès à ce vaccin et quel type de propriété intellectuelle survient par rapport au matériel lié, aux brevets liés à ce vaccin. Par rapport à ce sujet, il ne s'agit pas d'un sujet seulement pertinent, mais également c'est un sujet qui est très significatif à un moment où il est absolument nécessaire
à ce que les gens qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme, mais également pour les personnes qui travaillent dans le secteur de l'entreprise ou du monde des affaires. Je pense qu'il n'y a aucun sujet aussi pertinent qui rassemble tout le monde et, et également, y compris le secteur des droits de l'homme. J'ai de nombreux membres de ce panel que je vais présenter qui vont intervenir sur les différents aspects relatifs à ce sujet. Je vais juste présenter d'abord les panélistes très rapidement. Ils sont tous des professionnels de longue date avec un CV que je ne vais pas détailler. Je vais juste présenter leur nom et ensuite je vais leur donner le moment pour pouvoir intervenir. Ensuite, nous allons passer aux présentations et nous prendrons des questions à la suite de leurs exposés. Je vous conseille également à mettre, vous pouvez donc passer aux discussions. Je vais présenter. D'abord, c'est le Francesca de l'Université de l'Afrique du Sud. Elle va pouvoir intervenir. Et elle est basée également en Inde. Deuxièmement, en relation au vaccin de la COVID-19, elle est une professeure associée à l'Université de Wits à Johannesburg et elle enseigne également la loi commerciale publique au niveau master et également au niveau doctorat. Francesca est également éditrice de priorité de l'Afrique du Sud. Il s'agit d'une loi magazine d'Afrique du Sud, chercheur également à l'Institut international, également à l'Institut de l'Afrique du Sud. Notre deuxième intervenant sera Makewa, qui est donc membre de la section. Elle va intervenir en représentant l'expérience de l'Afrique du Sud depuis 2000 et les questions relatives au droit de brevet propriété intellectuelle. Dans ce contexte, Mac a une expérience très large par rapport à l'atténuation pour pouvoir respecter les droits, ce qui inclut les différents cas juridiques et également les différents cas qui sont les défis par rapport au prix des entreprises pharmaceutiques. Je pense que nous allons avoir beaucoup plus de détails sur ces expériences à cet égard. Notre troisième intervenant va être Alana Kandawati, qui est un gestionnaire au niveau en Ouganda. Elle va intervenir en ce qui concerne les stratégies en Ouganda dans les pays sur les vaccins, également la distribution de ces vaccins. Alana, comme je l'ai mentionné, travaille en Ouganda à l'Institut. Elle est très passionnée par l'économie et les droits sociaux, notamment par rapport au cadre juridique. Elle est également responsable du programme de la santé avec pour pouvoir avancer le respect des droits à la santé en Ouganda. Elle est docteure de l'école de Lyon et elle est également diplômée d'université aux États-Unis. Notre prochain orateur sera Mona Samina qui va intervenir qui va donner un aperçu des acteurs principaux dans le domaine pharmaceutique, vaccin COVID-19. Et elle va, désolé, donnez-moi juste une minute. Elle est en fait la coordinatrice du réseau CRNet, qui, nous savons, est un réseau qui rassemble beaucoup d'organisations et qui fait des efforts pour la réglementation des activités socio-économiques et accentuer ou renforcer la responsabilité.
il s'agissait de progresser la justice sociale pour tous. Mona a dirigé l'Organisation pour la responsabilité et le plaidoyer en ce qui concerne les droits de l'homme dans le domaine de la santé publique. Ensuite, nous allons avoir une présentation de la part du professeur Surya Deba, représentant l'organisation Asie-Pacifique, un groupe de travail sur les questions des droits de l'homme et également la coopération internationale et également d'autres entreprises. Il va pouvoir intervenir sur l'accès et les obligations aux produits pharmaceutiques. Le professeur Djiba a été nommé, comme je l'ai dit, au groupe de travail, est un professeur associé à l'école de droit à Hong Kong. Ses intérêts de recherche, c'est l'homme et les entreprises et la responsabilité entrepreneuriale, également la loi Inde-Chine et le développement social. Son travail inclut également parmi les éditeurs du journal sur les droits de l'homme. Sans en ajouter plus, comme vous êtes d'accord, il s'agit ici vraiment d'un panel avec des personnes qui maîtrisent très bien le sujet qui est présenté. Et donc, nous prions d'exprimer vos opinions et ensuite, nous allons prendre vos questions. Donc, pour commencer, j'aimerais accueillir le professeur Francesca qui pourrait procéder à sa présentation. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, pour votre invitation. J'espère que vous pouvez m'entendre. Merci beaucoup. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur les liens également ce qui concerne l'Afrique du Sud et l'Inde. Ça va être un peu difficile parce que beaucoup ne comprennent pas forcément les accords entre les deux pays. Mais permettez-moi dès le départ de mentionner un point. La loi commerciale ne va pas pouvoir garantir l'accès équitable parce qu'il faut voir cela de manière variée parce que nous mettons plus l'accent sur le renforcement des capacités pour pouvoir augmenter le nombre, le volume de vaccins disponibles. C'est juste pour clarifier cela. Donc, cela ne va pas être possible. Pour comprendre mieux, par rapport aux accords multilatéraux et dans le cadre qui existe entre l'Afrique du Sud et l'Inde, il y a une certaine réglementation des droits intellectuels et des brevets et le seul global, au moins ceux qui sont globaux, et stipule également un minimum de conditions que chaque pays doit respecter dans les lois nationales en vue de la protection de la propriété intellectuelle. Donc, il y a un minimum, un seuil, et ils ne peuvent pas aller au-delà de ce seuil. Et cela est fait notamment par les pays développés. Et donc, quand on regarde la protection, il y a d'autres aspects qui interviennent en ce qui concerne les vaccins. Donc, c'est un minimum de 20 ans de protection. Et ensuite, il y a cependant une option de réglementation par rapport aux lois. Les gouvernements peuvent donc donner une autre licence, une autre autorisation. Et c'est là où le sujet de controverse survient. L'Afrique du Sud et l'Inde ont proposé un accord. Ils l'ont déjà fait dans le passé en octobre, dans les différentes réunions à l'OMS, mais ils l'ont fait notamment au mois d'octobre. Il s'agit d'un accord qui les suspend de leurs obligations. En d'autres mots, cela permet les pays comme l'Afrique du Sud ou d'autres pays à ne pas donc imposer cette restriction dans le pays, c'est-à-dire de s'assurer à ce que les brevets, la protection intellectuelle soient garantis pour certaines entreprises, par exemple, produits et certains vaccins, mais seulement pour un temps limité.
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on maîtrise la pandémie, pas seulement pour les vaccins, mais également pour, pour toute technologie, pour tout produit lié au traitement de la COVID-19. Donc ça, c'est le contexte. Pourquoi c'est un sujet à controverse? Alors, il y a beaucoup de pays et beaucoup d'universitaires qui s'opposent à cette disposition, notamment à Genève. Il s'agit ici de pays qui ont sécurisé un nombre important de vaccins, des pays qui, qui ont plus de 3 à 4 fois plus de ce dont ils ont besoin comme vaccin pour leur population. Quel est quel est l'argument majeur? Pourquoi ils ont bloqué cette disposition? C'est qu'ils disent nous avons suffisamment de flexibilité pour les besoins actuels. C'est l'argument qu'ils avancent. Et c'est pour cela que la question qui se pose, quel type de dispositions devrions-nous avoir? Comment cela pourrait aider? Il s'agit ici, il y a deux autorisations de licence. Et j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de synthétiser un peu, de simplifier cela. Ceci ne couvre pas les secrets ou les ventes. Cela met l'accent seulement sur les brevets. C'est la première chose dont on a besoin. On n'avez pas seulement de brevets pour produire ces vaccins. Vous avez également besoin d'autres dispositions. C'est important. Le deuxième point, c'est que il y a besoin d'une action individuelle, c'est-à-dire que les pays peuvent produire seulement des produits génériques pour leur propre population. C'est-à-dire, normalement, ils ne peuvent pas donc exporter. Donc, cela semble être raisonnable parce qu'on ne souhaite pas à ce qu'un pays produise des génériques et se fasse du profit au détriment des autres entreprises. Mais dans la perspective de la capacité, un pays ne va peut-être pas être capable de produire tant de produits génériques et la partie B, par exemple, une partie peut-être et une autre partie sera produite par d'autres. Donc, il y a plusieurs industries qui pourraient intervenir et donc la collaboration est peut-être possible. Et donc, les entreprises vont produire seulement pour la demande locale. Ce qui m'amène au troisième point. Les pays qui n'ont pas la capacité de produire ne vont pas être capables d'importer des génériques, même pour certaines entreprises, d'accord. Pour certains pays, oui. Pour les pays les moins avancés, oui. Mais ceux qui n'ont pas les capacités de produire ces médicaments, il leur est possible seulement si le pays a ratifié les amendements de ces accords, c'est-à-dire qui traitent ce problème. Donc, les amendements, c'était sur les pays qui n'ont pas les capacités de produire et qui peuvent importer les produits génériques. Mais c'est un amendement seulement avec 2 tiers des membres de l'OMS et les membres qui n'ont pas ratifié les amendements sont les États-Unis et le Royaume-Uni, qui, nous savons, sont les pays qui produisent les meilleurs vaccins. Et donc, cela ne s'applique pas non plus à eux, ce qui est un très grand problème. Et le dernier point sur cette note, c'est un processus qui prend beaucoup de temps pour donner cette autorisation, un temps que nous ne disposons pas, bien sûr. Ça fait déjà 1 an que cette pandémie existe, mais ce qui en a besoin plus de négociations. Il y a une certaine incertitude par rapport à cela, en termes notamment d'accord de ces licences. Tout cela n'est pas trop clair. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud, par exemple, a commencé à produire des médicaments depuis plusieurs années? Il y a en fait des échantillons qui ont été essayés par des pays. L'Inde fait partie de ces pays qui a été confronté avec des sanctions ou des menaces de sanctions des sanctions qui viennent des États-Unis. La Colombie, la même chose par rapport à la leucémie. Pour la Suisse également, la Malaisie également,
en ce qui concerne l'hépatite C également. Donc, ce n'est pas vraiment un très bon argument pour dire d'avoir des licences obligatoires. Trois autres arguments contre cette dérogation. Nous avons besoin des droits pour accélérer l'innovation et renforcer les recherches. Et donc, il y a plus de 200 vaccins qui étaient en cours, beaucoup d'activités. Il n'y avait pas de manque d'innovation dans les essais. Il y a des financements publics qui ont été ajoutés. Et il n'y avait pas vraiment beaucoup de difficultés pour les entreprises de regrouper leurs investissements. Et en plus, il y avait une demande globale qui était très renforcée, qui dépassait bien presque, c'est plutôt au-delà, qui était au-delà de la production partout. Donc, ce n'est pas seulement applicable aux pays développés, aux pays en développement, mais ça s'applique à tout le monde. Il y a une demande n'est pas satisfaite. L'autre argument que nous entendons, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de toute façon de produire. Donc, il y a eu beaucoup de webinaires, notamment organisés par l'OMS dans les dernières semaines. Et bon, donc Fatima avait dit par exemple, d'abord, on n'a rien à perdre, on n'a pas de toute façon les capacités. Et si de toute façon, si nous réussissons, nous pouvons contribuer à produire ce dont le monde a besoin. Et c'est peut-être un argument convaincant. Finalement, il y a également des arguments juridiques. Les requêtes de l'Afrique du Sud n'ont pas démontré des circonstances, ne présentaient pas des circonstances d'exception pour cette dérogation. Alors, dans leur requête, ils sont référés notamment à la pandémie et le besoin d'une collaboration globale, renforcement de production, des capacités de production, mais ils n'ont pas ajouté des circonstances spécifiques, mais ça, bien sûr, c'est objectif, mais il n'y a pas également de définition par rapport à ce que exception signifie. Je suis juriste, c'est peut-être ce que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas de définition ce qu'on appelle exceptionnel quand il en vient à la COVID-19. Il y a également une note qui dit qu'il n'y avait pas une bonne justification et cela s'applique à beaucoup de produits, beaucoup de membres et non limité. Ce n'était pas limité, c'est temporaire au moment où la pandémie pourrait être en contrôle. Et comment cela est reformulé, ce n'est pas la tâche de la requête, c'est la tâche de la dérogation qui est en cours d'élaboration. Et cela m'amène pourquoi la meilleure option qu'elle serait pourrait, c'est d'influencer cette dérogation. Il ne faut pas s'opposer. Donc, c'est la tâche, c'est de travailler sur les conditions, quelles sont les prérequisitions pour avoir cette dérogation dans le bon sens. Parce que l'autre option qui a été prononcée par le nouveau directeur général de l'OMS, c'est d'accorder les licences volontaires. C'est la troisième option. C'est bien si cela a lieu, mais beaucoup de pays ne peuvent pas dépendre de cela, selon mon opinion. Donc, il y a également d'autres initiatives. En conclusion, je dirais que cette dérogation ne va pas apporter des solutions, ne va pas résoudre le problème. Le problème des pays qui ont très peu de financement, les pays qui ont très peu de capacité, et ça ne va pas également répondre ou trouver des solutions aux problèmes des gouvernements pour mettre en place des législations. Et bien sûr, cela ne va pas garantir également l'accès équitable, mais cela donnera plutôt une opportunité à produire à renforcer les capacités selon mon opinion et besoin. Merci beaucoup. Thank you very much, Prof. You actually kept within Merci beaucoup, professeur, d'avoir respecté le temps imparti. Je vous en remercie. Vous avez
aviez été concise et vous avez également énuméré des points très importants. J'espère que l'on pourra approfondir durant la session questions-réponses. Je vais passer maintenant la parole à Mark Haywood. Bonjour et merci pour cette opportunité qui m'a été donnée pour prononcer quelques mots durant ce webinaire important. Mes remerciements également d'avoir considéré la pandémie du VIH-Sida, les réponses qui seront, les ripostes qui ont existé il y a 20-25 ans sont liées à l'abordabilité des médicaments, à l'accès. La pandémie du coronavirus et le sida sont des virus différents et agissent différemment. Les questions qui tournent autour de l'accès du droit de l'homme sont les mêmes. Et pour moi, ceci est un rappel que ces problématiques que nous avons essayé de résoudre il y a 20 ans sont toujours d'actualité. Rien n'a disparu, comme ma présentation va essayer de démontrer, mais on a pu quand même de répondre à la question d'accès aux médicaments antirétroviraux. Les questions liées au brevetage, à l'accès, au prix, etc., sont toujours d'actualité. J'aimerais commencer par vous poser une question. Rappelez-vous de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Dans les années 2000, la pandémie du VIH-Sida était une question plutôt politique du XXIe siècle. Et ceci est lié à la mobilisation des activistes qui ont rendu la pandémie en une question de droits de l'homme et a pu attirer l'attention de la communauté en soulevant la question de la vulnérabilité aux infections du VIH-Sida, aux droits de l'homme, à l'inégalité, à la pauvreté, mais aussi les facteurs qui ont créé des vulnérabilités supplémentaires du sida, qui est lié à la pauvreté et à l'inégalité. Si vous aviez le sida dans un pays développé, non développé, la probabilité développée, était que votre probabilité de survivre était beaucoup plus élevée que dans les pays en développement où vous mourrez, essentiellement parce que les médicaments efficaces étaient au-delà, étaient très chers au gouvernement, étaient également beaucoup plus chers pour les individus qui étaient incapables d'avoir accès aux services de soins de santé privés. Depuis les années sont disponibles dans les pays développés et en développement. À cause des brevets chers, les pays développés depuis les années 90 sont devenus ces pays non développés sont devenus les épicentres de la maladie. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Swaziland, etc. Tout cela est lié au droit de la propriété privée qui est lié aux fondamentaux des droits de l'homme. Nous avons établi une campagne en 1988 et à ce stade, aucune personne ne recevait les médicaments antirétroviraux. Dans les années 90 et au début des années 2000, les pays à moyen revenu ont commencé à produire les médicaments antirétroviraux et il s'agit essentiellement du Brésil qui a accru la capacité de production de par l'engagement politique pour défier les droits de la propriété intellectuelle et les règles associées.
sans pour autant aller au-delà des accords TRIPS et utiliser une partie de ces règles pour permettre la production des médicaments dans les pays en développement et ainsi bénéficier ces pays. Dans les années 2000, l'Inde, qui a pu bâtir une industrie pharmaceutique générique, a pu répondre à la demande élevée des médicaments antirétroviraux. Et à ce stade, l'Inde était la pharmacie du monde. Encore une fois, ce pays a pu exploiter les flexibilités qui existaient dans ces accords comme une stratégie pour développer la production générique des médicaments. Tous ces facteurs combinés ont accru l'accès aux médicaments efficaces et ainsi, nous avons pu sauver des milliers et des milliers de personnes ordinaires dans les pays en développement et dans les pays à moyen revenu. Je dois également noter à ce stade que même si la focalisation est sur le traitement antirétroviral, cette tendance n'était pas exclusive à ces médicaments. Ceux d'entre vous qui comprenez le VIH-Sida, vous savez que le VIH-Sida crée des infections opportunistes et expose les malades à la tuberculose et à d'autres maladies infectieuses qui diminuent, qui a un effet sur l'abordabilité des médicaments au niveau mondial du fait du prix très élevé de ces médicaments. Par exemple, un médicament nommé Difluxon c'était un médicament qui pourrait être acheté à 10 rands en Thaïlande, mais 150 en Afrique du Sud par tablette. Et la raison derrière ceci est la production générique et que la production générique existait en Thaïlande, mais pas en Afrique du Sud. Le VIH-Sida nous a démontré que les entreprises pharmaceutiques, comme Francesca l'a expliqué, a permis l'utilisation de l'accord TRIPS et élevé la protection de la propriété intellectuelle. Et la première chose à considérer est l'accès aux services de soins de santé et l'accès aux médicaments. Il est vraiment triste d'admettre qu'aujourd'hui, nous témoignons la même situation en relation avec l'accès aux vaccins. Il s'agit même d'une répétition de ce qui a eu lieu dans les années 2000. Si on devrait lire un article dans le New York Times concernant l'accès aux vaccins, le contenu serait que 90% des vaccins ont été distribués dans les pays riches et dans les pays développés. Et plus de 400 millions de vaccins ont été déjà distribués dans ces pays. Vous trouverez cet article sur le site web du New York Times. Lorsque vous examinez la tendance par pays, vous verrez une courbe plate en Afrique, ce qui démontre l'inexistence de l'accès à ce vaccin par les pays africains. Aujourd'hui, les vaccins existent. Ce vaccin n'est disponible qu'aux 160 millions d'agents de santé, alors que la population entière est vulnérable à la coronavirus, à la COVID-19, pardon. Les mêmes défis existent aujourd'hui. Nous faisons face aux mêmes lois, aux mêmes règles. Nous entendons les mêmes excuses des entreprises pharmaceutiques qui créent une confusion sur
la raison réelle de l'accès à ces vaccins par la population de façon générale. Maintenant, je veux passer le reste des 7-8 minutes à parler de la campagne de traitement qui permettrait de surmonter ces obstacles. La question centrale est est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles? Est-ce qu'on peut avoir une victoire temporaire? Avons-nous? On peut gagner la guerre sans l'emporter pour autant? Je veux un petit peu vous parler de ce mouvement. J'aimerais maintenant souligner que pour la plupart d'entre nous, de la société civile, la situation est la même pour la COVID-19. Il y a un besoin d'agir de façon urgente. Agir maintenant ne veut pas dire qu'on doit prendre des raccourcis pour défier ces inégalités. En se préparant pour cette présentation, j'ai identifié 5 points et que cette campagne a accompli. Et je vais un petit peu présenter ces points. Tout d'abord, la solidarité et la collaboration internationale avec d'autres activistes et les organisations de la société civile, organiser la mobilisation en relation avec les droits de l'homme, en juxtaposant cette notion à la litigation, tout en donnant la clarté en relation avec les droits de la propriété intellectuelle. Enfin, aller à l'encontre de la loi lorsque cette loi est injuste ou va à l'encontre des principes des droits de l'homme. Brièvement, sur la mise à l'échelle, ces questions que nous évoquons aujourd'hui ne sont pas seulement des discussions académiques. C'est des questions qui sont liées à la société en général. Il est donc important, vu la menace posée par le coronavirus, que l'habilitation des populations est primordiale à travers l'éducation, la compréhension des vaccins, la compréhension des entreprises qui produisent le vaccin, la compréhension concernant le développement du vaccin et la compréhension de l'abus des marqueurs et des sociétés qui cherchent à tirer profit de façon injuste. Tout cela a été développé avec l'argent de la population en général. Mais tout cela a été privatisé pour des questions de distribution et de marketing, et ces biens ont été privatisés pour privilégier quelques pays. L'alphabétisation, la compréhension est donc critique. Deuxième chose, la collaboration internationale. Ce point est assez clair. Troisièmement, la mobilisation sociale liée aux droits fondamentaux. En Afrique du Sud, on avait 2 ou 3 cas pour tester le droit de la propriété intellectuelle dans les années 90 avec une entreprise pharmaceutique pour défier nos gouvernements qui devraient amender la loi pour permettre les licences obligatoires et les importations parallèles, toutes les choses qui sont permises de par l'accord TRIPS. Mais ces entreprises ont essayé de confronter un gouvernement souverain. Ces entreprises ont retiré cette action juridique par la suite. Il y a eu également un cas qui n'a pas atteint le stade de jugement, mais qui pourrait sauver des centaines et des centaines de vies. Il s'agit d'une
allégations concernant le prix très élevé des produits qui violent les droits fondamentaux du droit de l'homme, à savoir l'accès aux médicaments vitaux, et ceci va à l'encontre de la loi en Afrique du Sud. Il est donc très important de comprendre ces types d'allégations qui sont basées sur des recherches, des preuves, des documentations et qui démontrent le processus, le coût. Et tout cela est lié à ce que Francesca a mentionné. Si vous permettez les licences obligatoires, puisque les entreprises pharmaceutiques cherchent des bénéfices, ceci va à l'encontre de la société. Et finalement, aller à l'encontre de la loi peut être utile. J'ai déjà mentionné le cas de Colosol. Nous avions dit qu'il vaut mieux aller à l'encontre d'une loi qui est injuste pour assurer l'accès à ces médicaments qui sauvent des vies. Nous avons importé illégalement ce médicament. Nous l'avons informé. Pfizer est une société qui a offert au gouvernement sud-africain d'offrir ce médicament gratuitement. Ces entreprises font des offres pareilles pour ne pas faire face à la loi et pour garder leur réputation au niveau local. Pour conclure, je dirais que cette combinaison de stratégies permet de capturer l'attention de la population et peut assurer l'accès au traitement. Il s'agit d'une question des droits de l'homme, une question de morale. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que même si nous avons une pandémie à l'échelle mondiale, je ne pense pas qu'il y ait une compréhension au niveau international qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme dans les pays en développement ou dans les pays pauvres. Si on devrait arriver à ce stade, il faut mettre la pression sur l'OMC, comme l'Afrique du Sud et l'Inde l'ont fait. Et ainsi, on devrait voir des progrès. Alors, qu'est-ce qu'on devrait atteindre? Un message que j'aimerais faire passer est que ces droits de la propriété intellectuelle ne sont pas non violables et on peut les défier et réussir. Notre réussite n'est pas seulement enregistrée en Afrique du Sud, mais au niveau mondial où nous avons pu garantir des prix assez bas pour ces médicaments antirétroviraux. En Afrique du Sud, les médicaments antirétroviraux coûtaient 5 000 rand. Aujourd'hui, ces médicaments coûtent 100 rand par mois. Il s'agit des mêmes médicaments. Dans les années 2000, personne ne recevait ces traitements dans les pays en développement. Aujourd'hui, des milliers de personnes suivent ce traitement. Tout cela a eu lieu du fait de la menace posée par la licence obligatoire. Le pouvoir de la licence obligatoire force les entreprises pharmaceutiques de négocier sérieusement, ce qui contribue à la réduction des prix. Il a été possible d'assurer des réformes juridiques au niveau national et au niveau international. En novembre 2001, l'accord de Doha de l'OMC clarifie que les licences obligatoires peuvent être utilisées dans des situations d'urgence de santé publique. Il est donc très important de solliciter des clarifications de ces lois qui vont à l'encontre des droits de l'homme.
avec ces pressions, les innovations institutionnelles, on peut atténuer les problèmes qui existent liés aux pratiques des entreprises pharmaceutiques et de leur brevetage. Certains de ces médicaments sont critiques pour sauver des vies. Il s'agit d'une innovation très importante dans le cas du paludisme, des médicaments contre le paludisme. Nos réussites, il n'y a pas que des réussites. Depuis 2008-2009, la pression a été passée aux systèmes sanitaires qui sont très importants. L'accès aux médicaments, on ne peut pas parler d'accès aux médicaments sans parler au système de santé. Et ceci a permis aux entreprises pharmaceutiques à se réorganiser d'une certaine façon afin d'éviter la pression qu'ils ont eue dans les années 80-90. La question centrale qui se pose est comment trouver une solution à cette crise du vaccin. Pour moi, il faut montrer qu'il y a des alternatives, d'éviter les mythes, de parler de capacité, de prix, d'abordabilité de ces vaccins. Nous devrions avoir des preuves pertinentes, comme il a été le cas avec les médicaments antirétroviraux dans les années 80-90. On avait très peu d'alternatives, pas d'entreprises qui produisaient des médicaments génériques. L'accès aux médicaments est un droit. Il faut donc utiliser des modalités différentes afin de trouver des solutions. Merci, merci beaucoup, Mac. Vous avez un petit peu dépassé le temps imparti, mais je dois reconnaître que les collègues qui vont intervenir après vous, je vous prie de bien vouloir faire vos présentations dans le temps imparti. Je vais maintenant donner la parole à Alana et de faire votre présentation en 10-15 minutes. Merci. Fantastic. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est bien que les deux intervenants ont fait leur présentation avant moi. Ils ont donné un aperçu général et moi, je vais faire une présentation assez spécifique concernant les difficultés que nous avons à l'heure actuelle. Comme vous le voyez, alors, seul 1,7% de la population africaine a été vaccinée. Et d'ici juin, les États-Unis devraient vacciner 70% de sa population. 67 pays africains n'ont reçu que la première dose durant la première moitié de l'année. Nous allons cibler le tiers de la population. 67% de ces pays africains n'ont reçu que la première dose. Concernant les efforts, bien sûr, COVAX a appuyé les pays africains. Il y a eu également des accords bilatéraux. Par exemple, l'Ouganda a essayé d'obtenir des vaccins au niveau bilatéral. À mon avis, ces accords bilatéraux sont problématiques. Je crois que 70 millions de vaccins ont été obtenus à travers l'Union africaine. MTN a fait des dons de vaccins.
we're seeing countries beginning to donate, so well, sell. Donate Nous is voyons des pays qui sont en train de donner, pas des pays africains. L'Afrique du Sud a maintenant donné à plusieurs pays, mais ils ne sont plus efficaces pour les variantes qui existent. En ce qui concerne les réglementations, le continent africain essaye de participer à l'Afrique CDC avec une force régulatoire pour fournir des orientations pour l'approbation en complément de ce qui se passe à l'OMS et en complément aux efforts des pays. Mais il y a bien sûr de nombreux obstacles. Et comme je l'ai dit, nous avons une population qui dépasse de 1,3 milliard et nous avons très peu d'industrie de production. Et il y a l'idée également que même si vous traitez le problème de brevet ou de propriété intellectuelle, et ça serait quand même une étape qui serait intéressante à suivre. Il y a donc très peu d'industries qui mettent l'accent notamment sur les profits. Par exemple, la réunion de Pfizer, ils sont en train de l'opportunité qui va venir avec combien d'argent ils vont se faire. Et Johnson Johnson a des investisseurs qui ils vont augmenter les prix avec 3 doses pour se faire encore plus. 67 pays n'ont pas encore reçu une seule dose. Et il y a également les questions par rapport à au Royaume-Uni, donc qui a contribué au financement du COVAX. Donc, ils ne vont plus donner les vaccins quand ils n'auront plus besoin de vaccins. Le Royaume-Uni a dit cela, par exemple. Et ils disent même que des pays doivent payer pour cela. Donc, il n'y aura pas de solidarité, pas du tout. Et quand nous pensons que le niveau où nous en sommes, quand nous sommes en compétition avec des pays très riches pour avoir accès à ces vaccins, les prix vont être vraiment problématiques. L'Ouganda, 3 $ par dose pour l'AstraZeneca, similaire au COVAX, l'Union européenne qui paye 2 $, l'Afrique du Sud 5,75 $ et l'Ouganda 7 $ par dose. Et également 6,75 $ pour le BioNTech, Pfizer, 10 $ pour Johnson Johnson. Vous ne pouvez pas comparer un seul pays comme l'Ouganda qui avec un autre pays. Cela ne dépend pas de la taille de la population. Regardez ce que l'Union africaine a payé. C'est 9,75 $ par dose pour le vaccin Sputnik de la Russie. Et cela est nécessaire de 2 doses. Donc, il faut multiplier par 2, donc près à 20 $. Et l'Union africaine est l'acheteur, et l'un des plus grands acheteurs pour Sputnik, 3 $ par dose pour l'AstraZeneca. Similaire au COVAX, c'est l'Union européenne qui paye 2 $. Pour Pfizer, avec 6,75 $ par dose. Donc, on parle de 13 $ parce que vous avez besoin de 2 doses et 10 $ pour Johnson Johnson pour une seule dose. Et très difficile à acheter Moderna parce que c'est à 32 à 37 $ par dose. Moderna a déjà 18 millions de dollars dans les commandes de vaccins. C'est énorme. Et ils pensent faire encore plus d'argent. Donc, notamment la Corée, le Japon, etc. On a parlé des licences volontaires et ça va être problématique, mais je ne suis pas persuadé avec cet argument. Mais ce que je comprends, c'est que quelle que soit la production, ça doit être moins de 3 $. Et ça aussi, c'est dans le contrôle des entreprises. Cela a encore beaucoup plus de problèmes que les licences volontaires. Mais je laisse là à Francisca. Elle va peut-être mentionner cela. Nous voyons également les vaccins comme une diplomatie. Nous avons vu des dons de la Chine, de l'Inde, qui essaient d'accroître leur influence. Ce n'est pas la question, ce n'est pas de l'équité de la santé globale, c'est juste comment peux m'assurer à ce que je vais peut-être intervenir dans un pays où j'ai besoin. La Chine, par exemple, a donné 200 000 doses au Zimbabwe. L'Inde a donné également à d'autres pays et d'autres pays également avec le COVAX.
qui vont donner des doses mais après avoir vacciné leur population. Il y a donc un manque de choix réel pour l'Afrique. D'abord, on va qu'ils donnent d'abord aux groupes prioritaires et au personnel de santé. Vous savez que les variantes sont en train d'arriver. Et de manière ironique, c'est le continent qui est moins préparé avec les différentes infrastructures, qui luttent avec des systèmes de santé qui sont très pauvres. Et donc, on ne va pas rapidement construire des hôpitaux en décembre en Ouganda. Juste une petite augmentation. Et personne ne pouvait avoir des lits. Un médecin qui travaille dans un hôpital, il est décédé parce qu'il ne trouvait pas un lit dans le centre de réanimation. Et donc, nous avons l'AstraZeneca. Il y a des préoccupations par rapport à l'AstraZeneca. Tous les pays étaient en train de se poser la question. Et beaucoup de pays comme des pays africains. La CDC a dit allez-y. Ils doivent dire allez-y parce que ce sont les seules doses qu'il a. Il n'y a pas le choix. Bien sûr, certains disent qu'AstraZeneca, ça va, c'est bon, mais bon, on n'a pas le choix. C'est le seul truc que nous avons. Donc, j'aimerais dire, donc, ils sont donc une surestimation. Beaucoup de prix et bien sûr, c'est ce qui reste. Quel plaidoyer? On n'a pas de choix, mais on doit poursuivre. Il n'y a pas d'autre option pour notre population. Réfléchissons à ce qui doit être fait. Bien sûr, pour moi, c'est vraiment modéré. Ils ont beaucoup de contrôle et c'est vraiment... Les Royaumes-Unis disaient, c'est hypothétique, mais c'est ce qui s'est passé avec le VIH. On n'a pas besoin de le dire, on le sait, on est en train de vivre la réalité. Nous avons enterré beaucoup de membres de notre famille. Je me rappelais, la première infection de VIH, c'était en 2010, etc. Je ne sais plus, mais je me rappelle, dans les années 2000, dans ma famille, il y avait juste... c'était inévitable. On s'est rendu compte que ce n'était pas inévitable. Cela pourrait être évité. Donc, le monde entier était en train de regarder, alors que ça peut être évité. Mais au-delà du partage du savoir-faire est très important. Avec l'accès technologie COVID, donc les médecins génériques, mais aucune entreprise pharmaceutique n'a rejoint. Il y a également une augmentation de l'offre de financement. Et le financement est un problème important. Le financement jusqu'au dernier pas. Une fois que vous êtes prêt à acheter le vaccin, ensuite, il faut pouvoir vacciner la population. Et cela demande beaucoup d'argent. Et donc, le financement est très important. Qu'est-ce qui a été dit par rapport au financement? Les gouvernements africains peuvent avoir accès à 2 milliards de vaccins grâce à une banque exploratoire africaine basée au Caire. Vous avez également la Banque mondiale, 12 milliards de dollars pour soutenir les vaccins, faire partie de 160 milliards de dollars. Il s'agit ici c'est plutôt de fonds. L'autre, c'est l'emprunt. Pourquoi on va prêter l'argent aux pays africains qui sont dans des dettes déjà? On se rappelle très bien l'année dernière où des pays ont demandé un allègement des dettes. Nous sommes un continent également où personne n'a pas accès à certains allègements des dettes. C'est maintenant, G20 disent, essayons de prolonger la durée de remboursement. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Pour chaque pays africain, nous avons donc déjà beaucoup de flexibilité pour gérer cette crise. Très peu de flexibilité et toute la flexibilité que nous avons, nous ne pouvons pas maintenant confiner. On ne peut pas avoir un chèque comme aux États-Unis ou ailleurs. Quel que soit l'argent a déjà été dépensé. En Ouganda, par exemple, est en pleine crise économique et nous espérons que nous serons sortis peut-être de cette crise. Mais qu'est-ce que cela signifie avec les dettes? C'est-à-dire, imaginez, vous êtes en train d'emprunter, vous vaccinez la population pour soutenir le secteur privé, vous empruntez vous allez ignorer tout le reste. Vous allez ignorer tous les autres problèmes que connaît le continent. Et l'avenir, c'est ce que nous voyons. Pour l'avenir, vous allez
en train de compromettre votre avenir. Les services de l'avenir ne vont pas être là parce que si vous dépensez la plupart de votre budget, la plupart de vos revenus taxes pour rembourser les dettes, il y a très peu qui reste pour les prestations de services de base. Et même si nous ne traitons pas le problème de la propriété intellectuelle, également du financement. Donc, propriété intellectuelle, la plupart des pays africains ne pourront pas vacciner. Si on ne traite pas le problème du financement, les vaccins ne vont pas être gratuits. Il va falloir payer. Donc, il va falloir trouver qui laisser. Et souvent, c'est les pauvres. C'est souvent les pauvres femmes, les handicapés qui ont déjà très peu de revenus. Le dernier point que je vais mentionner par rapport à ces discussions sur les vaccins, c'est la question sur l'accès à l'information. Je sais que nous avons très peu de temps, mais je vais le dire rapidement. Nous sommes en train d'avancer dans le noir parce qu'il s'agisse des pays, les pays, si vous vous rappelez l'année dernière, un pays de l'Union européenne a dit qu'il y avait toutes sortes de violations des accords. Les pays africains qui ont très peu d'accès à l'information et qui sont il y a très peu de contrôle. Il y a très peu de transparence sur tout ce qui circule. Les vaccins, combien a été payé? Maintenant, nous connaissons, mais COVAX. Le COVAX a été vraiment un problème. Il y a donc transparence. Quand il n'y a pas de transparence, nous sommes en train de souffrir. Manque de transparence, égale d'efficacité en Ouganda. Et beaucoup de personnes hésitent. Ils veulent savoir, est-ce que vous êtes allé et quelles sont les données, à quoi ressemblent les données? Combien avez-vous en train de payer? Donc, le manque de transparence autour du vaccin a vraiment eu un impact sur la perception des personnes à être volontaires pour être vaccinés. Donc, il faut faire un plaidoyer pour les vaccins, mais c'est également un problème des droits de l'homme. Il faut un accès équitable. Les gens doivent être volontaires pour les vaccins. S'il y a très peu d'informations, cela va être un problème. En Ouganda, nous avons posé des questions importantes sur qui doit avoir la priorité, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il y a des conditions, essayons de voir les prix. Il s'agit ici donc d'un point sur lequel nos discussions doivent porter. Il faut voir comment on pouvait redresser la situation. Un mouvement qui est clair, vous avez devoir besoin de personnes qui sont bien informées. Ils doivent également être responsables pour le plaidoyer. Et c'est pour ça que l'accès à l'information est très important. Sans accès à l'information, je me rappelle récemment, il y a 2 semaines, j'étais en train de parler pour soutenir la dérogation, etc. Et tout le monde disait, bon, vous savez, les gens doivent faire cela et cela. Et c'est seulement après qu'on dit, c'est ainsi, c'est cela que les pays doivent payer. C'est pour ça que nous sommes en dernier sur la liste. Les gens commencent à dire, attendez une minute. Alors, ce que nous demandons, au moins, il faut commencer le mouvement ici, au niveau national, dans notre pays, et faire suffisamment de bruit. Et c'est là, pas licenciement obligatoire, etc., soutenu par les parlements, ensuite le gouvernement, et ensuite avancer sur ce sujet. Donc, nous devons réfléchir sur ces 3 choses. D'abord, augmenter l'offre, les questions de licence, également partage des connaissances, savoir-faire, les financements et l'accès à l'information pour que nous soyons capables d'avoir une situation où les moins privilégiés en Afrique puissent être vaccinés. Je souligne cela parce que quand il y a le COVAX et quand les pays africains reçoivent ces vaccins, il y a comme en disant « Ah oui, ouais, nous avons bien réussi ». Hier, j'étais en train de dire sur Twitter, dans TS Show, qui a envoyé une personne au Ouganda, et je suis dans une île. Regardez, l'Ouganda, votre village est en train de vacciner. C'est incroyable. Mais ils ont également souligné le fait que ça va être 1% de la population qui va être vaccinée. Et je me suis dit, donc il y a quelque chose
qui cloche. Nous sommes en train d'utiliser une facilité de COVAX pour dire, regardez, nous avons réussi. Tout va être bon. Maintenant, nous avons le COVAX. Nous allons au-delà de la propriété intellectuelle. Nous sommes en train d'hériter encore un autre problème, comme le VIH et d'autres épidémies. Nous sommes en train de répéter les mêmes erreurs. Je pense que c'est une discussion. Je suis heureuse que ça arrive avec un focus spécifique en Afrique. Parfois, ces discussions ont lieu à l'extérieur des Africains. Donc, je suis Aka, c'est bien que vous preniez la direction là-dessus. Et je suis très intéressé. Et donc, il y a des tactiques de certaines entreprises, mais je sais que ces présentations vont arriver et je suis impatiente pour écouter les interventions des autres. Merci, Lalana. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a apprises et nous allons revenir dessus. Je vais donc passer à Mona. Merci. Merci beaucoup pour les orateurs. Et Alana, merci beaucoup. Et merci Marc et Francesca également et Aka pour nous avoir accueillis. Did want to say we are a member-led NGO, and a lot of our NGOs are working, or social movement members and NGOs are working on the issue of vaccine apartheid. One of the things that we are doing right now is working on a comic series on corporate capture, and we're going to have a second episode coming out. Nous allons avoir une deuxième épisode concernant le système de santé et qui est lié à notre conversation d'aujourd'hui. La conversation est passée de la focalisation sur les services de soins de santé aux entreprises pharmaceutiques. J'espère qu'on aura une approche holistique avec ces séries qui vont donner des informations de base. Pour passer au point d'aujourd'hui, les entreprises pharmaceutiques sont les acteurs clés dans l'état actuel qui ont posé des problèmes à l'accès du traitement et l'accès du vaccin à la COVID-19. L'histoire démontre que cette tendance a toujours existé. Lorsque nous examinons la riposte contre la pandémie du VIH-Sida, une grande similitude existe, à savoir le comportement des entreprises qui cherchent à maximiser leurs bénéfices, surtout à l'encontre de la population pauvre. Aux États-Unis, il y a eu des études qui ont démontré l'influence des entreprises pharmaceutiques sur le prix des médicaments et ceci a rendu les soins de santé inaccessibles pour des milliers de personnes du fait du prix élevé des médicaments. Il est donc très important de noter ce que Al Gore a fait et John Podesta et son frère Anthony Podesta qui, à Washington, a établi le lobby des entreprises pharmaceutiques. Vous avez des exemples clairs qui démontrent qu'il y a eu une augmentation très élevée des traitements du VIH-Sida qui a touché le droit aux services de soins de santé. Le secrétaire général des Nations Unies a fait appel à cette situation d'inégalité à l'accès du vaccin et il a même dit qu'il s'agit d'une injustice. Il s'agit d'une faillite des systèmes juridiques, y compris les acteurs privés. Ces entreprises doivent être responsables d'avoir facilité le nationalisme des vaccins et la distribution équitable des vaccins. Beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, y compris Pfizer, etc., ont ces données scientifiques pour la prévention et le traitement du coronavirus. Et la plupart de ces vaccins ont été développés grâce à l'investissement du public.
Et tout simplement, ces données doivent être partagées librement. Pas besoin de compliquer les choses. À l'heure actuelle, ces informations ne sont pas partagées. On pourrait peut-être imaginer qu'un monde où les bénéfices sont beaucoup plus importants que la vie des personnes. Si ce n'était pas le cas, les gouvernements devraient rendre responsables ces entreprises pharmaceutiques. Et nous ne témoignons pas cette situation à l'heure actuelle. Nous avons beaucoup d'États qui protègent ces entreprises. Beaucoup d'employés dans ces entreprises vont être ou deviendront des responsables du secteur public et auront un impact sur la prise de décision au niveau national. Ils vont influencer également l'opinion publique et à mon avis, ils vont opter pour les bénéfices, mais pas les activités qui sont liées à sauver des vies. Vous avez peut-être remarqué dans les nouvelles qu'un bon nombre de financements d'urgence contre la pandémie a été alloué à ces entreprises. Nous avons des exemples aux États-Unis, au Kenya, en Grande-Bretagne. Je serais ravie de partager ceci. Au Kenya, par exemple, dans le cas de KEMSA, qui a été là, cet événement a été défini comme étant une corruption au Kenya, mais pas aux États-Unis. Il s'agissait plutôt d'une corruption légalisée. Les médias n'ont pas remarqué cet événement, à moins qu'on ait le cadre juridique approprié. Nous allons continuer à être dominés par ces entreprises pharmaceutiques. Les vaccins sont traités comme des commodités, mais pas des biens publics, et parce que des entreprises comme Pfizer et d'autres entreprises pharmaceutiques géantes ont investi massivement pour influencer les gouvernements riches de façon à ce que les régulations de façon à ce que des mesures appropriées soient prises pour leur bénéfice. La privatisation du secteur privé, la privatisation des services d'assurance sont également liées à cela. Les pays qui ont les capitaux requis étaient très contents puisque leur système, puisque tout marche en leur faveur. Et pour expliquer ceci simplement, et que actuellement, nous avons affaire à une situation où, comme Lana l'a expliqué, à donner une priorité à ceux qui sont nés soit en France, soit en Grande-Bretagne, et vous avez le droit d'obtenir le vaccin avant quelqu'un qui est né en Ouganda. Simplement expliquer, il s'agit d'un problème suprémaciste, colonial, raciste. Il faut définir la situation en tant que telle. Dans le cas de l'OMC, les entreprises comme Pfizer et d'autres élites de l'industrie pharmaceutique ont réussi dans leur effort de plaidoyer à l'adoption des droits de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, témoignons que les accords TRIPS ont réussi à protéger les avantages de ces entreprises. Ces millions de dollars investis dans le plaidoyer qui est en train de définir les décisions qui sont prises aujourd'hui. Et tout cela marche à leur avantage lorsqu'une pandémie surgit au niveau mondial. Ce qui est plus préoccupant est que ces entreprises pharmaceutiques comme Pfizer et autres ne cherchent même pas à cacher la réalité, mais nous informent qu'ils font tout cela pour la protection des droits de la propriété intellectuelle. L'année dernière,
la Fédération internationale des entreprises pharmaceutiques qui comprend Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline et Johnson & Johnson ont déclaré que les brevets et les droits de la propriété intellectuelle doivent être protégés, comme l'a expliqué Francesca. La société civile a été outragée par cette déclaration. Des informations devraient être partagées afin de parler de la réalité. Si vous consultez le site web de ces entreprises, vous seriez choqué par le langage choisi. Ils utilisent le langage des droits de l'homme. Ils parlent de distribution équitable des vaccins, etc. Ces entreprises, est-ce que ces entreprises travaillent pour sauver des vies? Mais l'information scientifique devrait être accessible une fois que le vaccin est rendu disponible. Ce n'est pas le cas. Ceci était surtout vrai, surtout en relation avec l'investissement qui va pour le développement et la production des vaccins. 445 millions de dollars ont été investis, par exemple, pour développer le vaccin Pfizer. Beaucoup des membres de la société civile considèrent les vaccins comme des biens publics qui devraient être gratuits et accessibles à tous. J'aimerais parler de l'initiative COVAX. Je suis d'accord avec Alana. L'initiative présente des obstacles, même si l'objectif est d'accélérer la vaccination contre le coronavirus dans les pays pauvres. Cette fondation a investi près d'1 million de dollars dans le développement du vaccin Moderna. Un an plus tard, n'est pas accessible ni abordable et l'entreprise a vendu la plupart des doses de vaccins aux pays riches et a fermé. Tous les producteurs de vaccins sont en négociation avec les pays riches et ne font rien qui, selon eux, affecte leurs bénéfices. Ces entreprises, en prenant ces mesures, montrent des exemples qui démontrent qui cherchent à démontrer qu'ils distribuent des vaccins gratuitement pour sauver des vies dans les pays pauvres, à savoir en Afrique. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner concernant ces entreprises pharmaceutiques, mais comme je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'aimerais réitérer quelques points concernant les actions des acteurs privés qui doivent arrêter de considérer ces vaccins comme des droits de la propriété intellectuelle. Ils doivent se rendre compte qu'il s'agit des biens publics pour lesquels la population a investi et les résultats de la science et les informations associées doivent être partagées. La technologie, les découvertes doivent être accessibles. Nous avons besoin davantage de manufacturiers, beaucoup plus d'actions pour mettre à l'échelle la production des vaccins. Et finalement, je dirais que j'aimerais répéter ce qu'a dit Abdelali du mouvement CHAC en Afrique du Sud dans une déclaration qui a été publiée en janvier. Les vaccins ne peuvent pas être seulement pour les riches. Il ne s'agit pas, les vaccins doivent être pour l'humanité en général et accessibles à toutes les personnes. Les médecins ne peuvent pas faire l'objet d'affaires. Il s'agit
de donner accès à la population comme dans les librairies. Merci beaucoup, Mona. Merci beaucoup, Mona. Nous sommes un peu en retard par rapport au temps, J'ai mais vraiment apprécié j'apprécie votre beaucoup. Vous présentation avez qui était couvert assez beaucoup de sujets complète. et j'espère et on espère que les gens seront toujours là pour s'engager dans les discussions. Donc, sans prendre beaucoup plus de temps, je vais maintenant souhaiter le professeur Sierra Deva, qui est le vice-président du groupe de travail sur la coopération transnationale. Professeur, vous avez 15 minutes également, mais j'espère que nous allons avoir le temps pour revenir aux discussions. Allez-y. Merci beaucoup, Nkata, et merci beaucoup pour ACA pour avoir organisé ce webinaire. Très bonne présentation par les panélistes. Je vais sûrement finir avant les 15 minutes parce que le travail de fond a déjà bien été préparé par les panélistes. Je vais juste mentionner certains défis que Marc, Mona, Alana ont mis en exergue. Et bien sûr, après 20-25 ans, nous continuons de discuter de ça. Je vais commencer par discuter du contexte avant de parler de la responsabilité des entreprises pour fournir les vaccins. Permettez-moi de planter le décor. Pourquoi parlons-nous toujours encore de cela, encore et encore? Je vais mentionner 5 éléments de ce contexte. Le premier, c'est l'inégalité. Nous pouvons penser que cette pandémie a créé de l'inégalité, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et cette pandémie était là pour plusieurs décennies. Et ce nouvel ordre économique a perpétué et a légitimisé cette inégalité. Si vous regardez la pandémie, la situation de la pandémie de COVID-19, si vous regardez le rapport de l'Oxfam, l'inégalité créée par le virus, cela nous dit que beaucoup de millions de personnes ont accumulé plus de 500 milliards de dollars en richesse. Et en même temps, des centaines de milliers de personnes sont forcées dans la pauvreté et ont perdu leur emploi. Vous avez donc ces deux, et cela nous donne, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est la discrimination. Je pense que l'accès au vaccin a toujours eu des conséquences et ça a ajouté sur la discrimination que nous avons dans les sociétés. Donc, en se basant sur la religion et différents statuts, tous ces éléments vont avoir un impact sur la question d'accès. For instance, there is this talk of vaccination avec ce vaccination passport is passeport going de vaccination. Cette idée de passeport de vaccin va encore accentuer la discrimination. Donc, les personnes qui ne peuvent pas avoir les vaccins ne vont pas pouvoir voyager parce qu'ils tout simplement ils ne sont pas été vaccinés. Je pense que cela va emmener encore la discrimination à un autre niveau. Les personnes qui sont marginalisées dans la société, ceux qui sont vulnérables dans la société vont encore souffrir, même si les vaccins seront disponibles dans certains pays, dans certaines sociétés ou quelque part dans le sud. La troisième variable que j'aimerais mettre en exergue, c'est la privatisation et la codification des droits de l'homme. Que nous parlons de la santé, de l'éducation, du logement, de l'eau, ou même des droits civiques et politiques, l'accès aux médias sociaux, à l'information. Si nous n'avons pas right to information is harmed. You cannot express your c'est une menace. digital divide, you cannot access education, right? So everything has been commodified and only rich are able to access these rights, which are supposed to be available to everyone by virtue of being a human being. So that idea of human rights being universal and available to everyone is incrementally changing significantly. And this is not an accident. This is happening. And what we see in the COVID pandemic is just a mere reflection of that. Avec la COVID-19. Le quatrième élément de ce contexte, c'est que nous avons
Donc, des droits contraignants, des droits obligatoires en tant qu'entreprise. C'est la responsabilité des entreprises quand ils ont vu le respect des droits de l'homme. Il y a des obligations contraignantes. Quand ils ont vient aux lois commerciales, ces entreprises qui sont capables de mettre en vigueur leurs obligations contraignantes. Et presque, c'est également, normalement, c'est une illustration quand il en vient aux droits de l'homme. Bien sûr, les normes internationales sont très flexibles. Ce ne sont pas des obligations contraignantes. Bien sûr, nous pouvons articuler que la loi constitutionnelle contraint toutes les parties prenantes. Mais si vous regardez le paradigme international, c'est très peu différent ce que nous pouvons voir. Quatrième point par rapport à ce contexte, c'est qu'il y a un lien entre les États et les entreprises. Je crois que ça a été mis en exergue, mais j'aimerais le recadrer. Il y a un lien entre les gouvernements, États et entreprises. Ce que nous voyons en termes de manque de volonté politique de la part des États pour réglementer les entreprises, comment les multinationales prennent le devant de la scène, ce n'est pas tout un accident, c'est le résultat de beaucoup de liens entre les États et les entreprises. Et si nous avons cette pandémie dans ce contexte beaucoup plus large, ce que nous voyons en termes d'inégalité, en termes d'accès, en termes d'abordabilité, c'est le résultat de ces 5 variables que je viens de mentionner. Permettez-moi maintenant d'intervenir par rapport aux responsabilités des entreprises. Je mets l'accent sur 3 standards internationaux qui pourraient être pertinents à ce sujet. Tout d'abord, j'aimerais me référer au rapporteur spécial pour les droits de la santé, Paul Hunt, et permettez-moi d'appeler les lignes directrices de Hunt qui étaient en vigueur en 2008. Dans le contexte de l'accès au vaccin de la COVID-19, ces lignes directrices sont très pertinentes, mais je ne pense pas que nous utilisons ces lignes directrices qui ont été présentées en 2008 à l'Assemblée générale. Je vais mettre en exergue 4 éléments de ces lignes directrices pour votre attention. D'abord, il traite clairement que les entreprises pharmaceutiques incluses doivent respecter les droits à la santé à un niveau maximal, optimal. Deuxièmement, il mentionne d'accorder une attention particulière aux populations vulnérables, aux désavantagés. Et troisième élément, c'est que les entreprises ne doivent pas interdire, qui empêchent ou qui découragent les États à utiliser les exceptions de propriété intellectuelle. Par exemple, il ne doit pas y avoir de lobbying des entreprises pharmaceutiques auprès des États pour utiliser ces dérogations. Et également, la question de transparence a été mentionnée. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés, mais j'aimerais juste proposer les lignes directrices de rank qui doivent être fondamentales pour ces discussions en un temps opportun. Il y a également les liens entre les droits de l'homme et le vaccin. Il y a des documents qui existent. Il y a des documents très autoritatifs et acceptables par tous les États. Essayons de voir le paradoxe. Les pays qui s'opposent à cette dérogation proposée par l'Afrique du Sud et l'Inde, ces pays sont les mêmes qui soutiennent les principes directrices des Nations Unies. Et je vous encourage tous à voir le principe numéro 10 des lignes directrices des Nations Unies qui dit que quand les États sont en train de négocier dans un scénario multi-international, ils doivent s'assurer à ce que ces institutions ne découragent pas ou ne s'oppose pas aux capacités des États à protéger les droits de l'homme. Si ces dérogations ne sont pas accordées, cela va entraîner le principe numéro 10. Les États qui soutiennent les principes directrices des Nations Unies s'opposent contre ces dérogations. Ils doivent justifier comment ils respectent le numéro 10 des principes directrices. C'est pour ça que je voulais mentionner par rapport à ces dérogations. Et bien sûr, quand on parle des responsabilités des entreprises, ils doivent respecter toutes les normes internationales, droit à la vie et droit à la santé. Cela signifie que les entreprises peuvent contribuer ou peuvent lier ne doivent pas participer à enfreindre les droits de l'homme. Toutes ces 3 possibilités, ces liens sont possibles. Bien sûr, il peut y avoir une entreprise pharmaceutique qui sous-estime et avec un prix majeur que les gens ne peuvent pas
acheter. C'est un impact. Et qu'est-ce qu'il y a des compagnies aériennes? Si les compagnies aériennes commencent à faire des lobbying sur les gouvernements qui doivent introduire les vaccins, le passeport des vaccins, cela va avoir un impact sur les droits de l'homme également. Donc, je pense que nous devons voir de manière générale les différentes dimensions et le rôle des entreprises, comment cela va avoir un impact en termes des impacts négatifs sur les droits de l'homme. Et bien sûr, les principes directeurs des Nations Unies demandent avec sur la diligence raisonnable. Si nous amenons la diligence raisonnable comme un composant clé des remèdes, je pense que cela doit être demandé et s'attendre à de la part de ces entreprises. La troisième norme internationale que j'aimerais mettre en exergue, ce sont les ODD, les objectifs de développement durable. Il ne faut pas les oublier. Je pense que là, l'ODD 3 et 17, au moins, sont directement pertinents. Si nous regardons cible 3.b, cela traite de l'accès à des médicaments et des vaccins abordables. Et 17 mentionne le partenariat privé-public, partenariat global, le transfert technologie et le besoin de mobiliser des ressources complémentaires, notamment pour les pays en développement. Donc, je pense que ces objectifs de développement durable doivent encore une fois mis en lumière et bien soulignés, et que les questions que nous traitons sont déjà des engagements qui ont été pris. Je pense que les tests, que si ces ODD sont vraiment réels, ce n'est pas dans le cadre de cette pandémie. Si le partenariat global ne peut pas être mis en pratique maintenant, donc on va le faire. Parce que c'est une crise à laquelle nous sommes confrontés, que la communauté internationale est en train de confronter. Donc, permettons de conclure en disant qu'il s'agit ici d'une crise sans précédent. Mais bien sûr, j'aimerais lier par rapport à ce que Marc a essayé de mettre en lumière, c'est donc de bâtir un mouvement social. Et ceci est très important. Et j'ai mentionné 3 points. Tout d'abord, nous devons réinstaurer les droits. Je pense que les droits sont en train de perdre leur pouvoir. Et ces droits sont en train de perdre leur pouvoir dans ce monde interconnecté avec cet ordre néolibéral. Donc, il faut réinstaurer les droits, que l'accès au vaccin n'est pas une charité, c'est un droit de l'homme. Et cela nécessite des obligations contraignantes sur les obligations, sur les gouvernements, pas seulement vis-à-vis de leur population, mais au niveau global, mais impose également des obligations sur les entreprises qui sont notamment en train de produire ces médicaments. Réinstaurer les droits, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, nous devons également retrouver, que l'État doit retrouver sa force. Je crois que l'État est en train de perdre son pouvoir. L'État est en train de gouverner seulement pour les 2 ou 5% qui sont en train de s'asseoir au haut de la pyramide. Il n'est pas en train de gouverner nous tous. Donc, nous devons retrouver l'État. Nous devons donc emmener cela dans un processus politique. Je crois qu'il faut bâtir un mouvement du communautaire et les lois ne vont pas être suffisantes. Troisième point, c'est nous avons besoin d'avoir une action collective globale. Les droits de l'homme sont souvent vus comme étant territoriaux. Mais nous ne devons pas oublier que la plupart des défis de ce temps nécessitent une action collective globale. Cette pandémie en est un exemple. Bien sûr, nous pouvons parler également du changement climatique. Si les États agissent seulement au sein de leurs frontières, seuls, et tous ces États agissent, cela n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous devons créer cette action collective globale, pas seulement de la part des États, mais également de la part de nous, les responsables qui sont des droits de l'homme, les organisations civiques, moi et tous. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup encore une fois pour cette opportunité. Merci beaucoup, prof. En fait, vous avez bien respecté le temps. Vous avez laissé 2 minutes. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre contribution. Vous avez pu souligner des points importants qui sont ressortis. J'étais en train de voir le chat. S'il y a des questions spécifiques, je n'en vois pas. Nous avons dépassé. Nous avons très peu de temps qui nous reste. Donc, ce serait juste de... J'espère que le reste des orateurs nous ont suivis lorsqu'il y a eu lieu dans les discussions par rapport aux sentiments, comportements. Je vais donner une opportunité aux membres du panel
à peut-être revenir sur toute question, sujet qu'ils souhaitent traiter. Ça sera pour 1 minute ou 2. Il y a certains thèmes qui ont été proposés sur les règles et réglementations, les limites viennent de là. Mais je pense que dans le cours des discussions, nous avons également vu d'avoir des discussions entre les intérêts des entreprises et les préoccupations des droits de l'homme qui sont très réelles et en relation avec la crise de la COVID-19. Mais nous devons également apprendre des crises similaires auxquelles nous avons vu, comme le VIH et les leçons, et qu'est-ce qui a été perdu, ou pourquoi avons-nous encore, semblons encore dans ce dialogue en 2021, alors que nous avons dépassé plus 20 ans, et également beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Et ensuite, je pense que l'autre point que nous voyons, c'est l'appel à une action collective, l'activisme citoyen. Il faut vraiment repenser le rôle des citoyens qui sont suffisamment formés pour pouvoir demander le respect de leurs droits et la responsabilité de la part des entreprises, mais également de la part des États par rapport à l'accès aux vaccins et plus largement à la protection en ce qui concerne les médicaments. Et je pense qu'il est très important pour nous d'avoir ces discussions parce que franchement, et comme cela a été noté à plusieurs reprises par les scientifiques, cette COVID-19 est une crise, une première crise, nous allons en avoir d'autres et nous ne pouvons pas avoir ces discussions à chaque fois qu'il y a une nouvelle pandémie. On ne va pas parler des dérogations et de la responsabilité des entreprises, etc. Donc, je vois une question. Donc, est-ce qu'il y a on utilise les investissements stratégiques pour mobiliser les campagnes communautaires? C'est une question ouverte. Vous pouvez donc peut-être répondre. Je peux vous demander, Benjamin, peut-être à post-it pour que les panels puissent également s'y référencier. Je vais juste donner l'opportunité au panel pour répondre à ces questions si vous souhaitez, pour au moins 2 minutes. Et ensuite, on va pouvoir clore. Je vais commencer, même ordre que nous avons utilisé. Donc, malheureusement, Francesca, partez donc, vous êtes la première, Francesca. Donc, allez-y, 2 minutes. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai vraiment apprécié la présentation qui a été faite par mes collègues. J'aimerais répondre à la dernière question qui a été posée concernant le principe 10 qui a été cité de l'article 66.2 de l'accord TRIPS. Il s'agit de l'obligation de fournir des mesures d'encouragement aux institutions pour promouvoir et encourager le transfert de technologies, etc. Même dans ces accords, il y a des obligations à respecter. Il suffit de les prendre au sérieux dans des situations pareilles. Le transfert de technologie est en fait une obligation. Il est donc intéressant, et je me rappelle que durant la présentation, la capacité manufacturière, du fait du manque de la capacité manufacturière, l'Union européenne a réagi à cela. Et j'étais choquée de témoigner ceci. À long terme, les problèmes et les accords TRIPS Marc l'a également indiqué, il s'agit d'un affrontement qui a toujours existé. Il faudrait peut-être rappeler que ces dispositions ont été préparées en 1995. Il n'y avait pas de protection des droits de propriété intellectuelle au niveau national. On pourrait peut-être faire
ceci sans pour autant avoir une dérogation en 1995. Au niveau de l'OMC, certains membres disaient que ceci fait partie des fondamentaux du problème. Cela ne veut pas dire que l'équilibre est assuré à moins qu'on se mette d'accord. La question qui se pose est d'assurer l'équilibre et de respecter l'intérêt général en prenant en considération la relation publique-privée. J'ai également retenu d'autres points. Je vais juste conclure en parlant de la dérogation qui existe bien sûr dans le système. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné. Ce point n'est même pas discuté à la conférence ministérielle pour le Conseil TRIPS, et ceci du fait du blocus par les entreprises pharmaceutiques. Des centaines de pays en développement sont pour la dérogation, mais ceci n'est même pas présenté à l'instance concernée. S'il n'y a pas de questions, je vais m'en arrêter là et je vais donner la parole à d'autres personnes. Merci Francisca. Marc, à vous la parole. J'aimerais remercier les participants et les organisateurs d'avoir créé cette opportunité d'échange d'idées et d'expériences. J'espère qu'il ne s'agit que le début, mais pas la fin de notre discussion. L'impact de la COVID-19 sur le continent africain est largement sous-estimé. Ceci est peut-être dû au manque de reporting concernant les décès à l'image des pays développés. Il en va de même pour les taux d'infection. Ceci est dû au manque de capacité des services de soins de santé en Afrique du Sud, par exemple, alors que les statistiques officielles tournent autour de 50 000. L'excès de décès pour la même période a dépassé 150 000, et cela bien au-delà de la moyenne de la même période. Ceci n'a pas lieu dans d'autres pays riches. Ceci pèse sur le système de santé comme le VIH-Sida et la tuberculose. C'est une menace à l'égalité, une menace au développement. Il y a donc une situation d'urgence. Je vais mentionner 2 points. J'ai vraiment apprécié cette opportunité de partage d'opinions. Ceci devrait continuer. En écoutant Francesca, juste maintenant, je me rends compte que nous avons besoin ces 120 membres pour présenter ce cas au niveau ministériel. On n'a pas pu déclencher un mouvement de la population de base. Au fait, on pourrait se mobiliser, mieux s'organiser afin d'assurer le partage d'informations. Ceci est critique. Nous avons le mouvement d'accès panafricain qui a été établi et qui cherche à remplir cet objectif. Pour nous tous qui étiez membres du panel sont d'accord sur ce fait. Le droit est au centre des discussions. Tous ces gouvernements sont commis aux droits économiques, aux droits sociaux, politiques, le droit à l'accès aux soins de santé d'une façon ou d'une autre. Tout cela est inclus dans nos constitutions. Le secteur privé doit agir pour respecter ses droits et doit arrêter d'agir comme si ce cadre juridique n'existe pas. Il faut que ce cadre marche et nous devrions rendre le secteur privé redevable. Merci beaucoup pour ces présentations, chers collègues, et pour l'opportunité que vous m'avez allouée d'intervenir. Merci, Marc. Vos expériences et l'information que vous avez partagée de par le mouvement
pour le VIH-Sida est également très utile pour nous tous qui travaillons dans le secteur. Alana, je vous donne la parole. Sorry, I keep forgetting to unmute. Yeah, it's been so fascinating and it's a shame we don't have time to engage with everyone. But Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, mais c'était un webinaire fascinant. Je pense que il faut qu'on puisse collaborer. Comme je l'ai dit, les entreprises attendent le bénéfice, attendent l'argent qu'ils vont recueillir de par ce mouvement. L'interprète s'excuse, l'orateur a été coupé. rights issue. And hello, am I back? But I also wanted to quickly say that J'aimerais rapidement dire que, en conclusion, j'espère qu'il y aura un partage d'informations. Il est utile que ce groupe africain qui est en train de s'exprimer sur cette pandémie doit collaborer. Je pensais que l'injustice n'était pas réelle quand j'étais étudiante et que tout cela n'est qu'une hypothèse. Mais lorsque nous examinons les statistiques, nous remarquons la réalité. Nous savons que nous obtenons très peu de vaccins. Nous voyons ce qui se passe avec AstraZeneca et d'autres entreprises. Il y a donc beaucoup de choses à prendre en considération, à continuer la discussion. Nous devrions adopter des stratégies beaucoup plus agressives pour le bien de nos populations. J'ai remarqué aujourd'hui que l'Allemagne est en train de se confiner alors qu'ils ont commencé de se vacciner. Pour moi, ceci illustre la gravité de la situation. Marc a parlé de l'aspect à long terme de la pandémie. Il y a beaucoup d'échanges. Nous sommes en train de suivre les actualités. Il faut vraiment penser au financement. Et il faut qu'ils participent à nos conversations. Il faut qu'on suive les réunions qui sont organisées par la Banque mondiale concernant l'accès des vaccins. Il faut que nos pays s'expriment. L'Union africaine détient le pouvoir, mais il faut dire à l'Ouganda et dire regardez l'impact. Au Nigeria, il y a eu des informations comme quoi les vaccins ne vont pas atteindre la population de base. Il faut se poser des questions. Il y a 2 points critiques. Il faut qu'on définisse nos stratégies tout en partageant nos idées, nos informations et cartographier les différents acteurs, puisque tout cela devient quand même une question du droit de l'homme. Alana a été coupée encore une fois. Il faut qu'on puisse démontrer ce problème comme une question des droits de l'homme. Il faut aller au-delà de ce processus de distribution de vaccins. Les gouvernements doivent mettre l'accent sur le besoin de leur population. Je fais appel donc à ce qu'on fasse plus, à ce qu'on ait plus de stratégies efficaces. Cette problématique, plus on met l'accent sur les droits de l'homme, nous nous rendons compte de l'importance de cet aspect des droits de l'homme. Il faut comprendre le cadre, comprendre les institutions, comprendre les acteurs et avoir l'opportunité de discuter avec ces acteurs. Pour moi, je retiens particulièrement ces points. Il y a le langage compris par le gouvernement peut être différent par
peut-être différent du langage appliqué par les entreprises. Je vois qu'il y a un besoin d'avoir plus de conversations. Au niveau du continent africain, je vais inviter Mona. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité. Concernant la question de Donna, le manque d'investissement qui peut être une stratégie très utile pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. La stratégie de la BDS est un exemple réel. Il est important d'analyser le comportement des entreprises. Je veux prendre l'exemple de la Palestine et plus spécifiquement, puisque nous n'avons pas parlé de l'apartheid du vaccin. Le vaccin est disponible pour la population israélienne, mais pas pour la population palestinienne. Je mets l'accent sur ce point parce que une organisation des droits de l'homme palestinienne a contacté Pfizer et a rendu responsable de l'inégalité qui existe dans ces deux pays, et tout en mentionnant l'accès aux soins de santé. Et cette demande a été ignorée. Selon moi, des initiatives volontaires comme celle-ci n'auront pas de réponse de par les entreprises privées. De façon générale, on ne peut pas dire que de façon générale, ces entreprises ont la responsabilité. En fait, il faut mentionner la redevabilité, la responsabilité juridique. Cela veut dire que nous devrions travailler sur le renforcement de capacité de nos systèmes juridiques pour s'assurer à ce que les entreprises multinationales ne contribuent pas aux faillites des services de soins de santé, au non-respect des droits de l'homme. Je vais m'en arrêter là, tout en disant que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en termes du pouvoir que nous devrions regagner, d'avoir des mouvements de la population de base, de faire nos priorités. Et ceux qui bloquent nos avancées, que ce soit les entreprises ou autres, doivent être rendus responsables pour leurs actions. Merci beaucoup, Mona. Surya? Merci. En réponse à la question qui a été posée, à savoir le désinvestissement, on peut mener un activisme des détenteurs de droits dans les entreprises qui peuvent pousser pour le changement de l'intérieur. Ceci pourrait être une alternative et pourrait marcher. Ces actionnaires peuvent être utiles. Il faut également réexaminer ces mythes qui tournent autour des TRIPS. Si vous examinez les inventions les plus importantes de notre civilisation, vous pouvez remarquer que ces inventions ont eu lieu lorsque les droits de la propriété intellectuelle n'existaient pas. L'être humain a continué à innover, à créer sans l'existence de ce cadre. Il faut donc bâtir une narrative comme quoi les droits de la propriété intellectuelle peuvent être encourageants, mais ne sont pas des conditionnalités pour l'invention. Et tout cela doit être lié aux obligations des droits de l'homme, au respect des droits de l'homme. Merci beaucoup. Il ne nous reste que 2 minutes et nous ne voulons pas dépasser le temps imparti. De mon côté, j'aimerais saisir cette opportunité encore une fois pour sincèrement exprimer mes remerciements en tant que ACA et au nom du secrétariat d'ACA, de vous remercier pour ce travail d'investissement, de recherche.
durant ce webinaire. Merci à vous tous. Merci aux membres du panel. Je remercie également tous les participants qui ont contribué aux discussions, qui ont participé à ce webinaire. Nous en sommes reconnaissants pour vos présences. Merci aux interprètes. Et nous nous excusons si nous avions été un peu rapides quelquefois. Merci d'avoir contribué à la tenue de nos conversations. ACA et le centre. Merci beaucoup. Je remercie également Tirona, Benjamin, Tutelma et tous les autres qui nous ont appuyés à l'organisation de ce webinaire. J'apprécie sincèrement l'effort qui a été consenti. Il y a des questions liées aux présentations. Nous allons contacter les membres du panel de façon à ce que les présentations soient partagées. Nous allons donc essayer de partager ces présentations d'ici peu. De mon côté, un grand merci à vous tous et bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, où vous soyez. Et j'espère que nos conversations vont continuer, à moins que vous avez quelque chose à nous dire. Nous pouvons clôturer la session. Merci beaucoup, Kata, pour la modération de qualité. C'était un grand plaisir. Et merci beaucoup et nous allons suivre nos conversations. Merci, au revoir.